Les principes fondamentaux de la gestion personnelle. L'approche unifiée de la méthode Getting Things Done, GTD, que l'on peut traduire par faire avancer les choses, repose sur deux grandes composantes, le contrôle et la perspective. Si ces deux composantes coexistent en dose suffisante dans votre vie ou dans votre entreprise, vous n'avez sans doute pas grand-chose à changer. Vous gérez parfaitement vos activités et vous focalisez votre attention sur les bonnes priorités. Ce n'est que lorsque vous constatez un fléchissement de l'une ou des deux composantes que vous devez vous demander où les choses bloquent, ce que vous devez rectifier et ce qui doit se passer autrement. Bien qu'intimement liées, les dynamiques du contrôle et de la mise en perspective exigent des approches différentes et ces différences s'appliquent autant à la préparation de devoirs avec votre fils qu'à la pratique d'un sport, la planification de vos prochaines vacances ou le lancement d'un produit. Prenons l'exemple d'une cuisine en désordre. Nettoyer et ranger vos ustensiles de cuisine requiert certaines activités. Préparer le dîner pour les amis que vous recevez en nécessite d'autres. Or, quoique complètement différentes, ces deux entreprises sont étroitement liées. En effet, il vous sera extrêmement difficile de vous concentrer sur la préparation du repas si votre cuisine est sans dessus-dessous. Il suffit que vous ne prêtiez pas suffisamment attention à la recette ou à la planification des petits détails de la soirée pour que le contrôle de la situation vous échappe. Il y a 5 étapes à suivre pour acquérir le contrôle et 6 horizons à évaluer pour replacer les projets en perspective. La bonne connaissance et la bonne application de ces processus vous doteront d'outils essentiels pour gérer toutes les situations et évoluer dans tous les environnements. Chacun de ces 11 éléments est relié à une série d'outils et de comportements qui lui sont propres et qui en optimisent l'impact. Intégrés de façon harmonieuse à un tout cohérent, ces processus donneront des résultats optimaux. Puisqu'ils sont totalement interdépendants, il vous suffira toutefois d'escamoter un seul d'entre eux pour faire fléchir votre productivité globale. La matrice de la gestion personnelle. Une matrice établie à partir des axes du contrôle et de la perspective vous sera très utile pour évaluer votre position, mais aussi celle d'un tiers ou d'une situation, par rapport à ces éléments et pour poser les balises qui vous aideront à vous améliorer. Les 4 cadrans définis par les 2 axes présentent de manière très générale les caractéristiques du maximum, du minimum et des niveaux intermédiaires de contrôle et de perspective. La position la plus favorable est évidemment celle qui réunit le maximum de contrôle et la perspective la plus globale. Nous l'appellerons capitaine. Notons toutefois qu'il n'est pas forcément très grave de se retrouver dans l'un ou l'autre des 3 autres cadrans. À l'instar des bolides hyper performants qui sortent fréquemment de piste, les plus grands gestionnaires s'écartent de temps en temps de la voie du contrôle et de la mise en perspective de plus haut niveau. Il est dans la nature même de l'expérience humaine, qui est en perpétuel mouvement, de dévier accidentellement de sa course. Ces écarts sont, la plupart du temps, sans grandes conséquences. Toutefois, si vous avez tendance à vous éterniser dans l'un des autres quadrants, on risque de vous coller une des étiquettes qui y sont associées. On pourra vous considérer comme une éternelle victime, un micro-gestionnaire ou un gestionnaire anarchique. Il ne faut toutefois donner à ces étiquettes qu'une valeur d'avertissement. Elles vous signalent seulement que vous devez retrouver la bonne direction. À la manière des garde-fous qui longent les autoroutes, elles préviennent les dérives qui peuvent se produire quand vous vous aventurez en terrain inconnu. Les aspects positifs des cadrans sont alors plus susceptibles de s'appliquer à votre cas. Vous devenez réactif, exécutant ou visionnaire. La victime, le réactif. Le cadran inférieur gauche correspond aux personnes ou aux situations caractérisées par un niveau de contrôle et de perspective minimale. Sous sa forme la plus négative, il représente la victime, c'est-à-dire l'individu impuissant, à la merci des forces extérieures. Si vous vous situez dans ce quadrant, vous naviguez dans une tempête et vous vous contentez de gérer les crises. Sur le plan de la gestion personnelle, vous parez uniquement au plus pressé. Vous ne répondez qu'aux messages téléphoniques et aux emails les plus urgents. Vous laissez s'empiler sur votre bureau tout ce qui peut attendre pour ne vous préoccuper que des tâches immédiates. Bien entendu, plus les travaux en attente s'accumulent, plus il vous est difficile de les démêler, de les défricher et de les gérer avec efficacité. Et plus vous attendez, plus vos négligences risquent de provoquer une situation critique. Jour après jour, le travail continuant d'affluer,
Il vous est impossible de procéder au rattrapage nécessaire pour empêcher la nouvelle crise qui ne manquera pas de se produire. Dans ce quadrant, vous tentez uniquement de maintenir le bateau à flot. Vous ne vous fixez pas de direction et d'objectif tant vous êtes affairé à ne pas couler. Il vous est probablement difficile d'avancer car vous ne semblez jamais avoir suffisamment de temps et de concentration pour planifier, organiser et voir plus loin. Dans les situations extrêmes que provoque cet état d'esprit, vous pouvez éprouver un énorme stress ou même succomber à la panique. Si vous préparez un dîner pour des amis, vous laissez brûler la sauce, vous vous apercevez qu'il vous manque un ingrédient, vous ne trouvez pas la casserole qu'il vous faut, vous vous coupez un doigt et vous vous rendez brusquement compte que vos invités sont sur le point d'arriver alors que vous ne vous êtes même pas encore douché. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous sentez alors victime des circonstances. Si vous commencez un nouvel emploi et que vous devez reprendre en main les projets que votre prédécesseur vous a légués, vous préférez souvent laisser ce travail en plan au lieu de vous y attaquer. Sous sa forme la plus bénigne et peut-être la plus insidieuse, ce manque de contrôle et de repères provoque, surtout s'il se prolonge indéfiniment, une sorte d'engourdissement qui étouffe les émotions saines. J'ai rencontré plusieurs gestionnaires atteints à divers degrés de ce genre de torpeur. Dans la grande majorité des cas, ils vivaient dans cet état réactif depuis si longtemps qu'ils n'en avaient même pas conscience. Ce n'est que quand ils ont commencé à mieux s'organiser qu'ils ont pu mesurer l'importance des pressions auxquelles ils étaient soumis. Tout comme la force gravitationnelle, le poids que ces pressions exercent sur le corps ne se révèle à nous que quand il a disparu. L'aspect positif. La perte de contrôle et de focalisation n'est pas une mauvaise chose en soi. De fait, il nous arrive plusieurs fois par jour de nous retrouver dans ce quadrant, et ce, dans le cours normal de nos activités. La gestion de notre vie et de notre travail consiste en grande partie à réagir à des situations que nous créons nous-mêmes ou que d'autres nous imposent. Nous adoptons naturellement une stratégie défensive face à un objectif ambitieux, un changement de grande envergure ou un nouveau défi. Les objectifs plus difficiles et les décisions plus risquées nous entraînent en terrain inconnu et nous sommes alors plus susceptibles de nous éparpiller dans toutes sortes de directions avant de trouver les bonnes solutions. Les entrepreneurs qui se lancent dans l'affaire, avec tout ce que cela comporte de réussite et de revers, sont souvent prêts à tout pour gérer avec plus de maîtrise et de vision leur nouvelle entreprise. Dans le grand tourbillon que devient leur vie, leur unique préoccupation est de saisir toutes les occasions d'affaires qui se présentent à eux. Une simple conversation avec une personne bien placée peut leur ouvrir de nouveaux débouchés ou de nouvelles perspectives qu'ils doivent étudier au plus vite, ce qui les force à abandonner tous les beaux plans qu'ils avaient ébauchés pour la journée. Que votre vie réponde ou non à vos attentes sur les plans personnels et professionnels, vous ferez face à des difficultés dans certains cadres, ne serait-ce que temporairement. Afin de redresser la barre, il vous faudra alors faire un travail de restructuration. Plus vos initiatives exigent de dynamisme et de créativité, plus vous mobiliserez de temps et d'énergie pour vous maintenir en équilibre. L'énergie déployée pour propulser une fusée vise en grande partie à maintenir l'engin sur sa trajectoire, étant donné que celui-ci tend toujours à bifurquer. La fusée atteint sa cible justement parce qu'on l'a dotée d'un mécanisme pour parer à toute résistance qui l'éloignerait de la trajectoire voulue. Par ailleurs, nous pouvons occuper tel cadran dans tel domaine, mais nous situer dans un tout autre cadran dans d'autres domaines. En ce moment, par exemple, j'ai réglé toutes les questions relatives à mes emails. Mais je suis un peu préoccupé par un projet très intéressant que m'a proposé ce matin l'un des cadres de direction d'une grande entreprise. Je ne sais pas encore très bien jusqu'à quel point ce projet est valable, comment nous pouvons en tirer le meilleur profit et comment nous allons l'intégrer aux autres grands projets sur lesquels nous travaillons déjà. J'accomplis mes autres tâches de manière automatique, mais néanmoins productive. Toutefois, je me sens décalé par rapport à certains de mes objectifs à plus long terme, qui me semblent nébuleux. Il n'incombe qu'à moi de passer de l'état de victime à celui de réactif. Je dois me recentrer sur ma zone en assimilant les nouvelles données que je possède et en rééquilibrant ma psyché en conséquence. Le micro-gestionnaire, l'exécutant. Si vous savez parfaitement contrôler les situations, mais qu'une vision d'ensemble vous fait défaut, ce qui est le cas présenté au cadran inférieur droit, vous accordez probablement une importance excessive aux structures, aux procédés et aux systèmes.
Ce sont les caractéristiques du micro-gestionnaire. Vous avez tendance à organiser vos activités à l'extrême et à les contrôler plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre vos objectifs. En d'autres termes, la forme a préséance sur la fonction. Ce quadrant est le royaume du légendaire bureaucrate. S'il jouit de trop grands pouvoirs, ce gratte-papier peut littéralement asphyxier son entreprise en abolissant tous les investissements consacrés à l'innovation, au développement et à la recherche. Et il exécute si bien son travail qu'il n'y a bientôt plus rien à couper dans l'entreprise. C'est ainsi que certaines sociétés cotées en bourse mettront en péril leur croissance et leur survie en adoptant une gestion axée sur le court terme. Ils feront tout pour contrôler le cours de leurs actions, et ce, afin d'obtenir de bons résultats. Sur un trimestre. Autre exemple, les individus qui, par crainte de ne pas être assez organisés, se mettent à organiser n'importe quoi. Ces personnes peuvent passer le gros de leur journée à peaufiner des systèmes d'approvisionnement en trombone au détriment de questions beaucoup plus essentielles. Ce qui est ironique, c'est qu'une situation qu'on contrôle trop finit par devenir une situation qu'on ne contrôle plus. Si vous agrippez trop fermement votre bâton de golf, vous perdrez votre swing. Si vous éduquez trop sévèrement vos enfants, vous les inciterez à la rébellion. S'il s'agit de vrais maîtres, les boxeurs et les karatékas savent provoquer chez leur adversaire la peur de perdre le contrôle. Si ce dernier se laisse saisir par cette crainte, il deviendra nerveux et réagira de façon excessive aux coups qu'on tente de lui porter. Cette tactique s'appelle une feinte. Quand vos politiques et vos réglementations sont trop draconiennes, vous inhibez toute créativité, toute flexibilité et toute spontanéité dans votre entreprise. Sans sombrer de façon chronique dans la manie de l'organisation, nous tombons tous assez régulièrement dans ce genre de piège. Par exemple, quand nous voulons éviter le plus longtemps possible un travail désagréable, nous prétextons souvent un manque de préparation. Pour mieux nous préparer, nous faisons alors toutes sortes de petites choses inutiles. Ranger des notes, modifier une police de caractère, remplir le bac de papier d'une imprimante et même jouer une ou deux parties de solitaire pour nous mettre en forme avant de nous atteler au travail qui nous attend. Comment se doter de structures fonctionnelles mais non excessives? La plupart des outils de gestion du temps que l'on a inventés et popularisés au cours des 50 dernières années sont aujourd'hui caducs parce qu'ils outrepassent les applications pour lesquelles ils ont été créés. Le Daytimer, un agenda dont les pages sont subdivisées en quarts d'heure, a été conçu par un avocat qui cherchait un moyen pratique de facturer ses honoraires par tranche de 15 minutes. Le système ABC, qui repose sur des codes de priorité alphabétique, s'adressait aux travailleurs qui commençaient à se familiariser avec le temps discrétionnaire. Quant aux listes quotidiennes de choses à faire, elles avaient davantage de pertinence quand notre rythme de vie était assez lent pour nous permettre d'accomplir les tâches prévues pour la journée et assez paisible pour nous laisser le temps de les consulter. Même les logiciels les plus élaborés qu'on a conçus pour appliquer la méthode GTD s'avèrent souvent décevants, se prêtant mal à la gestion de la vie quotidienne. Dans la plupart des cas, les utilisateurs trouvaient tout simplement trop difficile d'appliquer ces formules informatiques à des situations réelles. L'aspect positif, il est indispensable de se conformer à certaines structures. Tout projet appelle une exécution et toute exécution appelle une structure. Nous devons tous coordonner nos ressources pour donner forme à nos projets et le fait même d'entreprendre une action exige un minimum de planification et de préparation. Sans organisation, nous ne pourrions pas exécuter ni même concevoir des plans. Et dans les faits, nous consacrons la majeure partie de notre temps à exécuter des directives que nous nous fixons ou que d'autres nous transmettent. Il y a également des situations où nous devons essentiellement nous concentrer sur les processus et les systèmes. Tel est le cas quand nous ne pouvons pas faire avancer nos projets sans améliorer les structures dans lesquelles ils s'inscrivent. Le cadre de pensée qu'exigent les opérations de structuration et d'exécution est incompatible avec celui qu'exige la formulation d'une vision ou la réflexion sur des enjeux à long terme. Il est impossible de vous interroger consciemment sur le sens de votre vie tout en enfilant une aiguille, par exemple. Si vous êtes un cadre de direction, vous pouvez très bien survoler mentalement les valeurs de votre entreprise pendant que vous analysez les difficultés d'un employé. Et si vous êtes en totale harmonie avec vos objectifs de vie, vous pouvez très bien poursuivre votre réflexion sur vos années de retraite pendant que vous réparez votre moulin à café. Mais dans les deux cas,
il serait absolument impossible de penser simultanément à vos 65 projets en cours et à votre plan stratégique global. Vous pouvez passer d'un horizon à l'autre, mais non les embrasser en même temps. En réalité, nous restreignons à divers degrés notre champ de vision dès que nous exécutons une action ou que nous remplissons un engagement, de quelque ordre qu'il soit et à quelque niveau qu'il se situe. Quand nous nous concentrons sur quelque chose, nous excluons tout le reste. C'est un processus normal et inévitable. Dans le fond, ce qui importe, c'est de se distancer de la structure qui vous a servi de guide une fois qu'elle a rempli ses fonctions. Le signe d'une grande maîtrise, c'est de savoir quand il faut formaliser une démarche et quand il faut abandonner les systèmes qui imposent des limites à notre croissance et à l'expression de notre individualité. Le gestionnaire anarchique, le visionnaire. Le quadrant du gestionnaire anarchique représente les personnes qui possèdent de grandes capacités de perspective, des personnes qui ont une forte vision d'ensemble mais de faibles capacités de contrôle. Ce sont les personnes qui ont plus d'idées que de réalisations à leur actif et qui prennent beaucoup trop d'engagement au regard des ressources dont elles disposent. Elles émettent des directives arbitraires et désordonnées qui plongent leur entourage dans la confusion. De plus, elles ne parviennent pas à exprimer leur créativité car elles adoptent les mauvais systèmes ou comportements pour ce faire. Sous sa forme extrême, le gestionnaire anarchique vit dans un état de distraction permanente. Il ne peut pas se concentrer très longtemps sur un même sujet. Cet état, on peut le décrire, plutôt à tort qu'à raison, comme un trouble déficitaire de l'attention. Sous sa forme la plus bénigne, il se manifeste par une hyperactivité sur le plan des engagements. On pourrait dire du gestionnaire anarchique qu'il puise ses fonds dans un compte bancaire à découvert. Il dépense des ressources qu'il n'a pas. Si vous vous situez dans ce quadrant, vous prenez plus d'engagements que vous ne pouvez en tenir. Autant envers les autres, vous faites beaucoup trop de promesses à beaucoup trop de gens, qu'envers vous-même, vous achetez toutes sortes de livres et de revues en vous promettant de les lire tous, alors que vous n'aurez pas le temps d'en feuilleter la moitié. Le gestionnaire anarchique se laisse distraire par tout ce qui accroche son regard. C'est une tendance à laquelle je peux facilement succomber moi-même. Je me laisse facilement séduire par tout ce qui peut être joli, clinquant ou nouveau autour de moi. Je peux résister à tout sauf à la tentation, et la tentation est pour moi tout ce qui se présente à ma vue et parvient à mon conscient. Si la méthode GTD m'est d'un si grand secours, c'est qu'il me faut souvent des œillères, tout comme un cheval, pour ne pas dévier de mon chemin. L'aspect positif. Il est impossible de refréner notre tendance à nous projeter dans l'avenir. Nous sommes naturellement enclins à nous représenter mentalement les objectifs et les résultats que nous visons. Aussitôt que nous prenons un engagement, nous en visualisons l'issue et tant que cet engagement n'est pas rempli, nous le percevons comme incomplet. C'est la dissonance cognitive qu'entraîne l'engagement incomplet qui nous communique l'élan pour passer à l'action. L'exploration de nouveaux horizons et le désir de tenter de nouvelles expériences jouent un rôle central dans la croissance personnelle et l'expression de soi, et ces comportements peuvent se manifester autant dans nos gestes les plus simples, comme mettre un chapeau, que dans nos projets les plus importants, comme l'organisation d'une conférence. Un grand nombre de nos clients les plus brillants se situent dans ce quadrant. Ils doivent leur succès à leur façon de voir les choses, leur vision, qui leur permet de créer et de défricher des domaines inexplorés. Ils sont toutefois assez sages pour s'allier des personnes et des systèmes qui pallient leur manque d'organisation. Il y a également des situations où il est bénéfique de prendre du recul par rapport aux procédés d'organisation et d'exécution pour mieux nous recentrer sur soi. Se laisser aller, explorer de nouveaux espaces, vivre de nouvelles expériences, tout cela a l'effet salutaire de bouleverser la routine et de remettre en question des schémas de comportement frileux et éculés. Le capitaine dans ce modèle, la structure et l'équilibre coexistent en parfaite harmonie. L'énergie et la concentration sont mues par des forces intérieures et non extérieures. Vos pensées sont fluides. Vous êtes en parfaite possession de vos moyens, totalement présent au présent. Vous naviguez en vous laissant porter par les vagues, le vent et les flots. Une main sur le gouvernail, vous scrutez l'horizon. Vous êtes tout entier à votre tâche et prêt à faire toutes les manœuvres nécessaires pour ne pas dévier de votre chemin. Dans cet état idéal, le sentiment d'être submergé de travail disparaît, la frontière entre vie personnelle et professionnelle s'efface, et le dilemme entre vie et travail n'existe pas. Vous êtes ce que vous faites.
et ce que vous faites importe peu. Vous pouvez planter des fleurs, jouer avec votre chat, planifier une réunion importante avec votre patron ou méditer dans ce même état d'esprit. La parfaite maîtrise dont vous faites preuve ne dépend pas de la nature de l'activité, ni même de l'intérêt que vous lui portez. Bien entendu, on n'accède pas à cet état d'esprit en ne faisant rien du tout. Ce serait bien trop beau. Autrement, personne ne quitterait ce cadran. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais la manière dont vous vous investissez dans ce que vous faites. Or, pour vous investir totalement dans ce que vous faites, vous devez apprendre à faire la distinction entre fonction et forme, vision et exécution, liberté et structure. De nombreuses personnes du type visionnaire ou gestionnaire anarchique sont réfractaires à l'idée de s'organiser. En effet, elles associent cette notion aux individus qui leur sont diamétralement opposés, les micro-gestionnaires. Ils ont horreur, et avec raison, de ces bourreaux affligés de rétention anale, dont les contraintes empêchent toute prise de risque et étouffent toute spontanéité. De leur côté, les personnes du type exécutant ou micro-gestionnaire rejettent tout projet improvisé et imposent leurs propres décisions, du moins jusqu'à ce qu'on leur apporte la preuve concrète que tel projet est réalisable. Elles refusent obstinément de suivre le gestionnaire anarchique parce qu'elles le perçoivent comme une menace à l'ordre établi. Or, nous ne sommes pas condamnés à choisir entre ces deux extrêmes. Il n'y a pas de liberté sans discipline, pas de vision sans forme, pas de structure sans fonction. S'il n'y avait pas de ligne de démarcation sur la chaussée, nous ne pourrions pas laisser vagabonder nos pensées pendant que nous conduisons. Nous serions bien trop occupés à surveiller les véhicules afin d'éviter les collisions. À l'inverse, s'il y avait trop de lignes sur la chaussée, trop de restrictions et trop de règles, la circulation s'en trouverait énormément ralentie. Nous serions constamment en train de nous demander si nous sommes sur la bonne voie au bon moment. Aussi ténues que soient les lignes de démarcation, elles nous permettent de concilier un maximum de contrôle et un maximum de mise en perspective. N'est-ce pas ce que nous appelons l'équilibre? L'aspect négatif. Au premier abord, rien n'indique qu'il pourrait y avoir un quelconque aspect négatif associé à ce quadrant, puisque celui-ci incarne l'idéal de la gestion personnelle. Ce serait vrai si ce modèle était monolithique et unidimensionnel, ce qu'il n'est pas. Comme nous allons le voir, le modèle doit s'adapter aux situations les plus variées. Supposons que vous rouliez sur une autoroute et que vous ayez atteint votre vitesse de croisière. Tout va très bien jusqu'au moment où surgit un tournant inattendu ou qu'un accident vous force brusquement à ralentir. Si on transpose ces situations au domaine de la gestion personnelle, on peut dire que vous savez que vos procédés fonctionnent, mais que vous ne vous demandez pas ce qu'il faut faire pour qu'ils continuent à fonctionner. Comment pouvez-vous prévenir une possible crise? Quelle nouvelle vision devez-vous adopter pour vous maintenir sur votre lancée? Quelle nouvelle structure et quels nouveaux procédés devez-vous mettre en place pour gérer le surplus de travail qu'entraînera votre productivité accrue? En tant que capitaine, vous devez assumer ces responsabilités d'entretien préventif et de perfectionnement. Et même si vous n'êtes que vaguement conscient de ces responsabilités, tant que vous ne vous en acquittez pas, vous ne serez pas totalement en possession de vos moyens. Il arrive souvent que la maîtrise et la fluidité de l'esprit que nous avons apparemment atteintes nous échappent brusquement parce que nous nous relâchons et que nous commettons une quelconque négligence. Le soulagement et le contentement immédiat que procure le sentiment de contrôler une situation et de l'aborder sous le bon angle peuvent facilement nous convaincre qu'il est inutile de nous préoccuper de ce qui se pourrait se passer plus tard. Les composantes de la matrice sont relatives, fluides et situationnelles, comme je l'ai indiqué plus haut. Aucun individu n'est confiné définitivement à l'un ou l'autre de ces cadrans. De par votre tempérament, vous pouvez vous conformer plus souvent à un modèle en particulier. En revanche, vous pouvez très bien adopter un modèle différent en fonction de l'activité que vous entreprenez et de l'importance qu'elle revêt pour vous. Vous pouvez en effet très bien maîtriser certains aspects de votre vie et être dépourvu dans d'autres domaines. Il se peut que vous ayez une idée très claire de votre situation financière, mais que vous soyez dans le vague au sujet de votre relation amoureuse. Vous rangez peut-être très bien les affaires de votre bureau, mais vous empilez en vrac celles du casier de votre centre sportif. Votre vie personnelle peut être satisfaisante, alors que votre vie professionnelle est désastreuse. Votre profil peut également varier selon l'horizon dans lequel vous situez vos activités. Par exemple, vous vous êtes fixé des objectifs clairs,
et précis pour l'année prochaine, mais vous continuez à vous interroger sur votre description de poste. Votre agenda et vos listes d'actions sont à jour, mais vous vous demandez toujours si votre emploi actuel convient à vos aspirations professionnelles. Vous définissez clairement le but de votre vie, mais vous ne savez pas par quel bout prendre les projets que vous avez promis de compléter à court terme. Vous avez établi une liste stimulante d'affirmations et d'aspirations personnelles, mais vous n'avez pas encore géré les milliers d'emails accumulés dans votre boîte de réception. Vous pouvez non seulement être gestionnaire anarchique quand vous plantez des fleurs et micro-gestionnaire quand vous jouez au golf, mais aussi passer d'un cadran à l'autre à une vitesse surprenante, et ce, sans que le contexte ait réellement changé. Par exemple, ayant parfaitement maîtrisé votre charge de travail et vos tâches, capitaine, vous vous sentez suffisamment inspiré pour vous lancer dans un projet d'envergure, quitte à bouleverser tous vos plans, gestionnaire anarchique. Vous réglez tous les petits détails de vos autres projets, micro-gestionnaire. Après quoi vous vous sentez épuisé et vous éprouvez la pénible impression d'avoir plus reculé qu'avancé, victime. Le lendemain, vous réagissez à la situation, réactif. Vous recentrez votre attention sur vos objectifs, visionnaires. Vous intégrez le projet en cours à votre plan de travail général, exécutant. Et vous invitez votre conjointe à dîner parce que la vie est belle et que vous avez repris le dessus, capitaine. Qu'importe, la vie est pleine de situations et de moments que nous ne maîtrisons pas ou que nous n'abordons pas comme nous le souhaiterions. La première étape qui s'impose pour changer ce qui ne va pas est d'accepter ce qui ne va pas. Refuser de voir la réalité en face ne vous sera d'aucun secours. Si vous voulez vraiment vous organiser pour que tout marche comme vous le souhaitez, il serait bon de savoir où vous vous situez dans la matrice. Pour accéder au rang de capitaine et y rester, il vous faut comprendre que les stratégies à privilégier seront dictées et par la situation dans laquelle vous vous trouverez et par la manière dont vous l'aborderez. Une situation donnée pourra exiger un plus grand contrôle, un plus grand recul ou les deux. Selon le cas, diverses composantes de la matrice pourront vous guider. Pour parvenir à vos fins, le grand secret est d'accorder votre attention à ce qui attire le plus votre attention. Soyez attentif à ce qui attire votre attention pour mettre à profit ces principes élémentaires de la gestion personnelle. Vous aimerez sans doute savoir par où commencer. Vous n'avez pas à chercher très loin. Ce qui exige normalement votre attention est ce qui retient votre attention. Si vous avez une idée en tête, c'est soit parce que vous la privilégiez consciemment parmi plusieurs autres, soit parce qu'elle sollicite votre attention. Dans ce dernier cas, vos pensées sont interpellées par quelque chose qui appelle une intervention de votre part. Il est d'ailleurs fort probable que ce quelque chose exige que vous le contrôliez ou que vous le mettiez en perspective pour le soustraire à l'emprise de votre psyché. En revanche, il est d'autres idées importantes dont votre cerveau ne se préoccupe pas. Il n'a aucune raison de le faire, puisque vous les avez déjà prises en charge. Les idées qu'il appelle à votre attention sont celles qui n'ont pas encore été suffisamment dégagées, clarifiées et gérées. Les questions irrésolues, c'est-à-dire toutes les idées qui subsistent dans votre cerveau parce qu'elles n'ont pas été entièrement gérées, sont les grains de sable qui paralysent la machine. Ce sont les principaux obstacles à votre succès. Trouvez ces grains de sable. Voilà une pratique essentielle à la première des 5 étapes menant à l'acquisition du contrôle. Cette étape, qui consiste à faire le vide dans son esprit, sera décrite de façon plus détaillée dans le chapitre suivant. Peut-être soupçonnez-vous qu'elle consiste aussi à dresser des listes de choses à faire. J'avoue que vous n'avez pas entièrement tort. En revanche, ce que la plupart des gens inscrivent sur de telles listes n'est qu'une infime partie de ce qu'ils devraient recenser pour acquérir un maximum de contrôle et de perspective. Parce que toute idée qui subsiste dans votre esprit continue de garder votre attention en otage, vous devez lui accorder l'importance qu'elle réclame pour accroître votre clarté d'esprit et votre concentration. Toute idée qui n'obtient pas l'attention qu'elle réclame accapare plus d'attention qu'elle ne le mérite. L'énergie mentale, psychique et émotionnelle que mobilisent ces idées résiduelles est infiniment plus importante que celle qui vous serait nécessaire pour régler ou décider de ne pas régler, selon le cas, les situations qui les ont fait naître. Pour vous libérer de l'emprise que ces idées exercent sur votre esprit, je vous recommande de vous les représenter non comme des bruits qui distraient, mais comme des téléphones qui sonnent. Elles seraient, en quelque sorte, des coups de fil que vous recevriez d'une situation. Si vous n'y répondez pas, le téléphone continuera de sonner.
Si vous y répondez et que vous prenez note du message qu'on tente de vous transmettre, le téléphone cessera de sonner. À l'inverse, si vous décrochez le téléphone pour passer vous-même des coups de fil moins pressants, la ligne sera continuellement occupée. Vos nouvelles idées ne trouveront pas place dans le circuit. Cet exemple illustre la notion quelque peu contre-intuitive que toutes les idées ont une importance égale. Je veux dire, bien sûr, toutes les idées qui attirent votre attention. Si la concentration, pleine et permanente, est la condition première pour gérer votre vie personnelle et professionnelle, il est évident que vous devez éliminer tout ce qui l'entrave. Il serait peu avisé d'ignorer les idées qui perturbent votre concentration. Plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent avec le temps, il est préférable de vous en débarrasser tout de suite. Et si, malgré vos espoirs, elles ne disparaissent toujours pas, il devient impératif de les consigner dans le système fiable qui vous sert à gérer vos autres tâches avec le minimum d'effort. Ce qui devrait vous réjouir, c'est que la même démarche s'applique à tous les problèmes, importants ou non, que vous devez gérer et évacuer de votre esprit. Mais vous devez d'abord accepter leur existence, sans quoi ils mineront votre efficacité. Nous ne pouvons tirer pleinement profit des principes présentés dans ce livre que si nous les appliquons à l'éventail complet de nos activités. En ce sens, dès que nous cessons d'accorder notre attention à ce qui sollicite notre attention, nous nous privons des moyens d'accéder au rang de capitaine. Il ne faut pas en déduire que toutes les idées qui mobilisent notre attention ont une valeur et une signification égales. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas gérer avec efficacité les questions de plus grande importance si l'on n'a pas d'abord repéré et évacué consciemment les questions de moindre importance qui compliquent une situation. Si vous tentez de vous fixer des priorités, alors que 1001 petites obligations non remplies effleurent à votre esprit, comme acheter des croquettes pour le chat, vous finirez rapidement par renoncer complètement à ce projet et vous sentirez encore plus coupable qu'avant. Autre exemple, vous organisez une réunion du personnel pour inciter votre équipe à adopter le nouvel énoncé de mission de votre société. Or, tout le monde sait, sans rien en dire, que 30% des participants seront licenciés la semaine prochaine. Cet énorme non-dit va non seulement réduire à néant vos efforts de motivation, mais aussi entacher sérieusement votre leadership et la confiance que l'équipe vous témoigne. En résumé, si vous ne savez pas par quel bout attaquer un projet, commencez par ce que vous voyez. Il m'arrive très souvent de ne pas savoir du tout comment je vais m'y prendre pour aider un client. L'expérience m'a appris qu'il existe une technique infaillible pour débusquer et résoudre les problèmes. Je me contente de poser une question que j'adapte à la situation. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment? C'est ce qui explique en partie l'efficacité de la méthode GTD. Plutôt que d'adopter un point de vue abstrait, dicté par des priorités, une stratégie ou des valeurs, et d'en faire découler ensuite vos actions, je vous conseille de partir de la situation telle qu'elle se présente à vous. Quand on demande aux gens de capter les idées qu'ils ont en tête, ils commencent très rarement par s'exclamer « Je veux trouver le sens de ma vie ». Il est bien plus probable que les idées auxquelles ils penseront en premier lieu soient « réparer l'imprimante » ou « trouver une gardienne pour les enfants ». Si votre destin, votre vision stratégique ou l'endroit idéal pour faire soigner votre mère âgée sont les premières choses qui vous viennent en tête, c'est parfait. Prenez-en note. Si ce ne sont pas les premières idées qui vous viennent à l'esprit, mais que vous souhaitez néanmoins vous situer par rapport à ces horizons plus lointains, commencez par déblayer tous les éléments qui bloquent l'accès à ce niveau de réflexion. Il s'agira très probablement des 22 emails que vous évitez de regarder depuis ce matin, de la gardienne d'enfants que vous devez trouver avant demain soir, ou de croquettes pour le chat, que vous n'avez toujours pas acheté. S'ils ne sont pas convenablement résolus, ces petits problèmes masqueront votre vision d'ensemble. Du moins, ils inhiberont votre capacité de vous consacrer pleinement à cette vision.